Super, merci beaucoup et un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour cette journée, c'était vraiment top. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence cadrée, encadrée, recadrée. Alors je me présente rapidement. Je m'appelle Romain Couturier. J'interviens, alors comme pas mal de mes confrères et de mes consoeurs qui sont intervenus aujourd'hui. Vraiment la cible que j'ai dans mes actions, c'est le cerveau des gens. L'idée, c'est qu'ils aient le maximum le déclic en fait quand ils se posent des questions. Alors pour ça, je travaille avec autour de trois thématiques. La première, c'est l'agilité, c'est mon cœur de métier. Quand j'essaye d'expliquer un petit peu ce qu'est l'agilité à mes enfants, en gros, je leur explique que y a des gens qui travaillent ensemble et puis j'essaie de les aider à fluidifier leurs échanges, leur prise de décision. Voilà, en gros, je les aide à mieux travailler ensemble. Deuxième sujet sur lequel je travaille énormément, et c'est ce que je suis en train de pratiquer là, c'est ce qu'on appelle la facilitation graphique, parce que je l'ai découvert à travers mes différentes activités que parler de gestion de projet, parler de gestion de produits, de complexité, c'est pas forcément hyper simple. Du coup, eh bien c'est pas mal de faire passer ces messages-là avec un petit peu de visuel. Et puis troisième volet de mon activité, et c'est ce qui fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, c'est la facilitation. Que j'outille un maximum avec pas mal de jeux. Alors c'est vrai que depuis le Covid, on est un petit peu moins servi, mais voilà, je suis un grand fan de jeux. Parmi les jeux préférés, il y a le bâton d'hélium et le Cambozine, et peut-être aussi pour commencer un petit peu à faire connaissance avec vous, ça m'intéresserait de savoir quels sont les ateliers ou les types d'exercices que vous aimez animer avec les équipes dans les réunions. Voilà, si vous pouvez répondre à ça dans le chat, c'est quoi votre atelier préféré? Le photolangage, ouais, très bien. Des Lego, bien sûr, ouais, des Lego. Alors les Lego, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est top. Des icebreakers, du speedboat. Je vois qu'il y a du choix, c'est bien. Il y a plein de choses. C'est cool. J'aurais peut-être été bien inspiré d'utiliser ces choses-là il y a quelques années. En fait, mon expérience en facilitation, pour être assez transparent, elle a commencé par un gros fail. Et c'est peut-être la question que j'aurais dû poser à mon client. D'ailleurs, ça me rassurerait si dans le chat, il y en a qui pouvaient témoigner éventuellement d'ateliers qu'ils ont ratés. Mais en tout cas, ça a été le cas. Alors, j'ai plus la date exacte en tête, mais il me semble que c'était autour des années 2014-2015. C'était dans une organisation publique. J'avais prévu une journée d'atelier de travail avec une équipe. J'avais prévu plein de choses. C'était vraiment une journée tournée produit. Donc, j'avais prévu des ateliers simples. Donc, il y en a un qui s'appelle le Customer Journey. C'est assez chouette pour passer sur pour voir le parcours utilisateur. Bon, a priori, si je regarde les commentaires, je suis tout seul à avoir échoué dans mes facilitations, donc c'est pas grave, je vais quand même être transparent, je vais vous dire ce qui se passe quand on échoue. J'avais prévu aussi dans ma journée, donc une journée produit, donc un user story mapping. Voilà, si vous connaissez pas les formats, allez-y. Il suffit de les regarder, de les chercher sur Google, vous trouverez plein de choses. Ah, c'est bien, ça me rassure. Merci pour ceux qui témoignent. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire qu'en facilitation, tout se passe comme sur des roulettes, mais c'est pas du tout vrai. Ça, on le dit jamais. Après un user story mapping, un atelier de priorisation, hein, assez logique. Et puis, ce que j'avais prévu aussi, un atelier de vision. Alors, c'était pas forcément un déroulé très sensationnel. Hein. Il est pas fou. Il est assez simple. On était avec une équipe. Et puis, il y a une personne qu'on attendait, qui était très importante, vraiment. Et on sent que ça commençait pas très bien. Mais on se connaissait pas vraiment.
Et puis, très rapidement, dès qu'on a commencé à aborder les premiers exercices, notamment sur la partie collage de post-it, déjà, ça l'avait énervé sur le Customer Journey parce qu'il avait l'impression qu'on avait déjà tout fait. Et puis, sur le collage, sur l'aspect collage de post-it, je crois que c'est la partie qui m'a achevé. Et je me sentais très, très mal. Vraiment, l'impression d'être un gros débutant, qui n'était pas forcément faux, mais c'était pas la première fois que je déroulais ces ateliers. Et j'ai eu du mal. La journée a été longue, hein, pour faire simple. Et ça, je crois que ça a été le point de départ d'un apprentissage. Et je me suis beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui s'était passé sur cette journée-là. Et il me semble que ce dont j'ai manqué à ce moment-là, c'est de comprendre ce qu'on mettait derrière la notion de cadre. Alors, j'ai essayé de la représenter parce que j'ai toujours besoin de faire des petits schémas pour essayer de comprendre la différence. On était quand même un paquet de monde qui était motivé par cette journée. On avait envie. Et à l'évidence, il y avait une personne qui, elle est restée dans sa zone. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi? Déjà, l'idée, c'est en tout cas ce qu'on lui proposait quand on parle de cadre, hein, c'est qu'on essaye d'accéder à un espace commun. Cette notion d'espace, elle est vraiment essentielle quand on parle de cadre. Est-ce qu'on a un espace commun? Là, la question de l'espace, on était dans le domaine public. Là, je pense que la salle était complètement inadaptée. On était les uns sur les autres. Il y avait déjà une forme de tension liée à ça. De par sa position hiérarchique, je me demande si cette personne avait l'habitude d'interagir avec le public en place. Et ça, il me semble que non. C'est également, donc, de par sa position hiérarchique, la question du temps se posait. C'est une personne qui avait peu de temps, et donc là, on lui en demandait beaucoup. Une journée, c'est assez important. Et il ne me semble pas, mais bon, mes souvenirs peuvent me faire défaut, que la question de l'intention était suffisamment bien partagée. Et c'est ce qu'on va chercher à retrouver dans un cadre. C'est-à-dire, si on essaye de le définir comme un ensemble de paramètres qui va regrouper des objets, des règles, des droits, des devoirs, et de ces paramètres vont pouvoir découler un certain nombre d'actions et de réactions. À l'évidence, eh bien, on n'a pas réussi je n'ai pas réussi à faire accéder cette personne à cet espace commun. De ce jour-là, il est apparu comme important, en tout cas à mes yeux, que je m'outille un petit peu plus que ce que j'avais l'habitude de faire. Et donc dans un ouvrage qui s'appelle Gamestorming, découvert un outil qui s'appelle les 7P, qui m'apparaît comme un outil indispensable pour pouvoir préparer son cadre correctement. Alors si on se le redonne, si jamais vous ne l'avez pas en tête, donc les 7P, je vais plutôt le faire en anglais, parce que même si j'apprécie la traduction française, donc la question quel est le but? Est-ce qu'on a réussi à clarifier le but? Voilà, c'est 7 questions à se poser avant de s'engager pour préparer son cadre. On ne fait pas un cadre tout seul, forcément. Il y a des gens qui sont présents. Donc se pose la question du public. Une question qui est vraiment essentielle, vraiment indispensable, j'ai envie de dire, pour savoir si ce sont les bonnes personnes qui sont présentes. J'ai encore en tête le souvenir d'un atelier chez un client qui m'avait demandé de faire travailler son équipe à l'amélioration continue, mais en découvrant par la suite, après l'atelier, que finalement, elle allait décider si ce qu'elle voyait lui convenait ou pas. Et donc, la question des bonnes personnes. Est-ce que j'ai bien les bonnes personnes qui sont présentes? C'est pas sûr. En tout cas, on va chercher à s'en assurer. La question du process. Alors, certains appelleront ça le filage, le déroulé, la succession des activités. On peut lui trouver plein de noms. C'est-à-dire la question de qu'est-ce que je vais faire à ces gens. Et là, encore une fois,
pense qu'à l'époque, j'étais trop encore en mode où j'adorais trouver des outils, des techniques, des pratiques, et puis les emboîter, et puis faire trouver des trucs qui fonctionnent. Et ça marchait plutôt bien, mais avec des gens. Mais trouver les bonnes activités pour les bonnes personnes. Et de ce process, eh bien, il va y avoir un livrable. On pourrait appeler ça un produit. Quelque chose à produire. Alors souvent, ça va être un plan d'action. Mais ça peut être quelque chose de plus physique, ça peut être une simulation, ça peut être... voilà. Ça, c'est la phase visible. Mais quand on travaille avec les 7P, pour préparer son cadre, on va s'interroger également sur un autre aspect qu'on va appeler peut-être les risques. En anglais, on va dire pitfalls. En gros, tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut se présenter sur notre route pour avoir un gros problème pendant notre atelier, notre formation, notre réunion. On va également s'interroger sur les prérequis. De quoi avons-nous besoin? Donc les prérequisites, ça peut être des aspects très matériels, très logistiques. Et puis, dernier aspect, c'est la préparation. Cet aspect préparation, c'est tout ce qu'il va falloir faire en amont pour que le moment se passe bien. Et on a plusieurs fois, à l'occasion de cette journée, évoqué l'importance de la préparation. Dans cette préparation, ce que j'observe à chaque fois, c'est qu'il y a un effort qui est peu mis sur un élément qui est pourtant essentiel et important, c'est la question de l'invitation. Alors, il y a énormément de choses à faire dans la préparation, pardon. Mais la question de l'invitation, c'est cette idée maintenant de faire reboucler aussi tous les critères qu'on vient de voir. On peut voir la question des 7P comme quelque chose, juste des cases à cocher, ou on peut le voir comme un outil et comme un mode de pensée. C'est-à-dire que chacun des éléments qu'on vient de voir là doivent communiquer. C'est-à-dire que si je n'ai pas invité les bonnes personnes, il n'y a pas vraiment de raison que le public se sente concerné pour que le jour où je vais leur proposer des activités, ils soient bien en phase pour délivrer le produit auquel on a pensé. Donc le fait de ne pas avoir invité les gens devient un piège en tant que tel. Et donc vous voyez que l'outil des 7P, c'est un outil dont on va vérifier la consistance en permanence. Ça, c'est vraiment important en tout cas, je l'ai compris assez plus tard, que c'est pas juste des cases à cocher, des cases à remplir, mais vraiment que chacune des cases, lorsqu'on va la faire évoluer, on va se réinterroger sur les 6 autres cases. Et là, moi aujourd'hui, ce 7P, je l'ai fait évoluer. Je l'appelle maintenant les 8P. Parce que il me semble qu'on pourrait rajouter un autre élément. Alors ça, c'est ma petite contribution personnelle. Et pour que ça fasse P, j'ai cherché un mot qui pourrait répondre à cette exigence-là. C'est qu'y a-t-il dans le passé, dans le contexte de l'équipe, en termes d'expérience? Ce qui nous permettrait alors, à ce moment-là, non plus de parler de 7P, mais de 8P. Un outil, qu'on soit facilitateur, animateur de réunion, quelle que soit la fonction qu'on a dans l'organisation, à partir du moment où on va proposer une expérience, on va chercher à le remplir, à le préparer. Et on les connaît, tous les cadres. Quand on parle de cadres, on ne va pas réinventer la poudre. Des cadres connus, il y en a plein. Les classiques réunions, je l'ai fait volontairement sous ce format-là parce que malheureusement, encore en 2021, il y en a encore beaucoup qui sont dans des salles en U, mais bon, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt en visio. Quand on parle de cadres, on parle évidemment des cadres de formation. On a également tout ce qu'on pourrait nommer des ateliers de travail. Alors, on va se retrouver à plusieurs, par exemple, sur des ateliers de créativité, souvent avec des grands supports muraux, parce qu'on a besoin de voir des choses avec ou sans facilitation graphique. Et puis, il y a tout le champ des séminaires, qu'on voit un peu moins. Voilà, on est moins nombreux à avoir cette chance de participer à des séminaires en ce moment, mais ça reviendra. Et lorsqu'on arrive sur ces cadres-là, dès qu'on commence à les ouvrir, on sait que pour poser un cadre dans de bonnes conditions, eh bien, on devrait pouvoir répondre à ces questions. Il y a 4 questions, généralement.
ou en ouverture. Chaque personne doit avoir accédé à ces réponses, en tout cas avoir une idée assez claire. Et on peut remarquer, par exemple, que sur cette conférence, je ne m'y suis absolument pas tenu. La question de pourquoi, qui, quoi et comment, ce qui veut dire que si j'avais appliqué la bonne introduction de mon cadre auprès de vous, eh bien, je vous aurais dit que bien cette conférence, son intention, c'est de vous présenter les compétences essentielles de conduite de cadre pour poser un cadre et l'ajuster au fil du temps, dans des formats de type réunion, atelier, séminaire. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. J'aurais pu faire une longue liste où j'aurais pu tout simplement dire que c'est tout le monde, on va dire tous les chefs de projet, des managers, des RH, des facilitateurs, des formateurs, des coachs, des consultants. Qu'on allait couvrir, que le déroulé allait se faire de la manière suivante, c'est-à-dire j'allais faire une petite introduction avec une petite histoire. Ensuite, j'allais aborder la notion de cadré soulignée par la couleur jaune. Je développerai la partie encadrée par la couleur orange et recadrée par la couleur rouge. Et je terminerai par une conclusion et une phase de questions-réponses, ce qui n'aurait pas forcément été très chaleureux, peut-être un peu formel. Néanmoins, ceux qui sont en prise de notes visuelle derrière auraient apprécié d'avoir l'annonce de cette structure a priori. Et puis, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, j'aurais dû vous dire que cette session n'aura pas de PowerPoint et qu'elle sera faite en parler dessiné. Voilà. J'aurais dû donc énoncer le cadre. J'aurais pu le faire. J'ai fait le choix de ne pas le faire. C'est aussi une figure de style qui se défend ou pas, d'ailleurs. On pourrait y revenir là-dessus. Si on revient sur les espaces qui nous concernent plus dans les organisations, quand on ouvre le cadre et quand on pose le cadre, si je reviens à cette question du comment, qui est la dernière question, généralement, quand on fait bien le travail, on pose des règles. Et ces règles, elles concernent l'ensemble des participants. Vraiment tous ceux qui sont présents, quel que soit leur âge et leur position, et chacun ira de ses propres règles. D'ailleurs, je vous soumets une question: quelles sont, vous, les règles que vous posez dans votre cadre? Je vous livre les miennes, alors je les pose pas toutes comme ça, mais je demande, par exemple, à ce que chacun et chacune fasse preuve de bienveillance. Je demande à ce que chacun et chacune fasse preuve d'écoute, qu'il écoute avec attention, qu'il parle avec intention. Également, si on est sur des ateliers un petit peu compliqués, ou en tout cas qui sont un petit peu moins légers, je vais leur demander de faire confiance au groupe. Je vais également leur proposer d'utiliser le jeu. Je pourrais aussi leur demander de faire preuve de respect si j'ai besoin de m'assurer de ça, ou si j'anticipe qu'il y a quelque chose qui pourrait mal se passer. Alors, quand j'avais posé cette question, il y a quelques années, lors d'un autre atelier, pas le même, il ne faut pas cumuler quand même, eh bien, un groupe avait dit, alors nous, on s'autorise à remettre en question les décisions qu'on prend à chaque réunion. Et donc, c'était une règle communément admise. Voilà, donc, c'était... Voilà, donc il y a ces règles-là, plus toutes celles qu'on peut voir dans le chat, une seule conversation à la fois, la confidentialité, ce qui est dit, voilà, reste ici, replacer le « il faut que » par « si j'étais toi ». Voilà, très bien. Voilà, autant d'éléments qui se valent. Alors, qui se valent? Ça dépend, c'est questionnable. C'est questionnable. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui ne voient pas ça comme des règles, mais qui voient ça comme des injonctions. Dès lors que la personne voit ce cadre comme une injonction, moi, ça me donne une alerte, parce que ça veut dire que cette personne-là, je ne suis plus en capacité, à ce moment-là, en tout cas, elle n'est pas, je ne lui ai pas amené la sécurité. Cette sécurité émotionnelle, cette sécurité psychologique,
qu'on cherche à amener avec un cadre. Si on pose ces éléments-là, c'est vraiment pour garantir la sécurité. Et c'est vrai que beaucoup de questions sont tournées autour de ce que les gens doivent faire. On pourrait aussi donc la question de ce que j'amène finalement, c'est ça. Hein. On dit, quand tu arrives ici, voilà ce que tu amènes. Tu amènes du respect, de la bienveillance. Mais on pourrait compléter aussi le schéma, en tout cas c'est ce que je fais de temps en temps, pour bien sécuriser la partie psychologique, ce que j'attends du groupe. Donc dès qu'on ouvre un atelier, une formation, un séminaire sur ce que j'attends des autres, en fait, c'est-à-dire donc la question des besoins, eh bien on va pouvoir ouvrir des nouveaux champs. Alors ça présuppose évidemment dans ce que je dis que les gens sont d'accord pour exprimer ce qu'ils attendent des autres et ce qu'ils amènent. Depuis quelques années, je m'entraîne, et je remercie ceux qui ont assisté à ces séances-là, à animer des séances de jeu du Tao. J'ai la chance d'en avoir trouvé un sur Internet, et je pense que c'est vraiment un des rares cadres qui pose la question de la sécurité émotionnelle comme un élément fondateur, et ce qui va nous permettre derrière d'ouvrir les possibles, et vraiment, dès qu'on a la sécurité des individus, on peut faire plein de choses. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ces règles-là, et on peut assister à moi ce que je vais appeler un refus de cadre. Et du coup, si on n'est pas en phase avec ce cadre, eh bien là, on va avoir un petit problème. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en phase avec des choses qui paraissent quand même assez simples? Peut-être parce qu'il faut aussi prendre en compte dans la notion du cadre collectif ce qu'on va appeler la notion de cadre de référence. Le cadre de référence, c'est pas très compliqué à comprendre. On est tous dans un cadre de référence, on a chacun le nôtre. Alors, on peut se donner en vrac tout ce qu'il y a dans nos cadres de référence. Il y a nos jugements, ce qu'on a réussi à faire par le passé, donc nos compétences. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Nos habitudes, notre histoire, nos expériences, notre éducation. Tout ça va forger notre cadre de référence. En gros, nous sommes ce que nous sommes par l'ensemble de ces paramètres, et j'en oublie certainement. Je vous laisserai le soin de compléter sur le chat avec tous les paramètres qui vous paraissent essentiels à avoir en tête. Cette notion de cadre de référence, elle va nous aider aussi. Alors, pour les identifier, ces profils-là, il y a plein de modèles de personnalité qui existent. Hein. Voilà, vous connaissez peut-être le modèle de ProcessCom, le DISC, le MBTI, il y en a plein d'autres. La notion du cadre de référence, ça nous intéresse parce que, en fonction du profil que nous sommes, eh bien, notre cerveau ne va pas réagir de la même manière aux différentes stimulations qu'on va pouvoir lui proposer. Il y a beaucoup de technologies pédagogiques, ludiques, interactives qui se défendent. Hein. Mais si on veut maximiser la probabilité qu'une personne reçoive correctement une information, eh bien, on va, dans l'idéal, solliciter chacun de ses sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le gustatif et le kinesthésique. Voilà. Si vous êtes fan du VACOG, vous aurez reconnu. Dans l'idéal, on va chercher, si on veut maximiser la probabilité que les gens accueillent un cadre qu'on va leur proposer, eh bien, on va chercher à stimuler chacun de leurs sens. Ça paraîtrait quand même assez logique. C'est évidemment une vue de l'esprit, c'est un principe théorique, c'est évidemment impossible. Éventuellement, si on a une personne en face de nous et une personne qu'on connaîtrait très bien, on pourrait avoir une idée de son cadre de référence. Dès lors, sur quoi on va s'appuyer? Alors, on a vu que dans les questions qu'on cherche à adresser, il y a la question de qui est là.
Moi, je n'utilise pas les modèles de ProcessCom. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas mettre les gens dans des cases, MBTI ou autre, même si je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'en utilise un autre qu'on est beaucoup aussi à utiliser, qui est assez simple. C'est le modèle EATP. Alors, c'est pendant une interaction donnée, d'être en vigilance permanente, de savoir quels sont les différents profils qu'on a en face de nous, et d'essayer de les classer en fonction de leur nature. On va avoir des explorateurs. Les explorateurs, c'est plutôt cool d'en avoir dans la salle. C'est des gens, généralement, à qui on peut proposer n'importe quoi. Dans le sens, ils sont vraiment explorateurs. Donc, ils sont là, ils n'ont pas de préjugés, ou en tout cas, ils sont prêts à l'inconnu. Et c'est vraiment assez chouette. Le revers de la médaille des explorateurs, c'est qu'ils sont bourrés d'énergie. Donc, parfois, il faut un petit peu les canaliser. Mais, on va dire, c'est pas les... Alors, quand on n'a que des explorateurs, c'est aussi un problème. Mais voilà, on peut pas couvrir toutes les typologies de groupes. Je pense que ça ferait l'objet d'une autre conférence. On va avoir des acheteurs. Les acheteurs, ceux-là, je les aime bien. Moi, c'est mes préférés, ceux-là. Ce sont les plus coriaces. Ce sont des gens qui vont pas prendre n'importe quoi. C'est-à-dire, faut qu'il y ait une idée, faut qu'il y ait un sens. Faut que ça se défende. Faut que ce soit logique, faut que ce soit cohérent. Ils vont pas acheter n'importe quoi. Donc, ceux-là, ils vont avoir un esprit critique. Attention, ils peuvent aussi être tellement acheteurs que va falloir les convaincre. Donc, attention. Ceux que j'aime bien aussi, ils ont mon affection, c'est les touristes. Voilà, c'est des gens qui sont là. Mais... Alors, le touriste, il n'est pas pénible en soi. Hein. Le touriste, il est là, il ne demande rien en fait. Il est tranquille. Sur un malentendu, il va participer, le touriste. Voilà. Mais il ne faut pas trop lui en demander. Alors, attention, on l'est tous plus ou moins à un moment donné. Hein. Et puis, ceux qu'on ne souhaite pas avoir, non pas parce qu'ils sont gênants, mais c'est pour eux qu'on ne souhaite pas en avoir, c'est des gens qui sont prisonniers du cadre, qui n'ont pas demandé à être là. Et là, on commence à avoir un vrai problème. Évidemment, en fonction de... On peut évoluer dans les positions. Il y a des gens qui peuvent démarrer explorateurs et être assez déçus de ce qu'ils sont en train de trouver dans l'interaction qu'ils sont en train de vivre, et donc vite se retrouver prisonniers. Il y a des prisonniers qui pensaient être prisonniers, mais parce que le cadre va leur permettre d'accéder à des choses nouvelles, finalement vont se transformer et vont devenir des acheteurs ou des explorateurs. Donc on n'est pas figé dans une position. Et moi, en tant que facilitateur, ça m'aide pour avoir une grille de lecture. Je ne vais pas proposer des activités trop disruptives, comme on dit, c'est-à-dire trop orthogonales à ce que les gens ont l'habitude de faire, si j'en fasse que des prisonniers. C'est vraiment un modèle. Mais ça, si on pourrait poser la question aux gens, d'ailleurs. Il y a des formats, des fois, quand je suis suffisamment en confiance avec le groupe et que le groupe est en confiance avec moi, je leur demande quelle position vous avez. Autre question qu'on peut autre position qu'on peut avoir, proposition pour savoir qui est présent et qu'on peut utiliser comme un jeu, une activité d'ouverture, c'est la météo intérieure. Voilà. J'ai publié récemment des cartes que vous pouvez récupérer qui sont téléchargeables sur la météo intérieure. C'est un principe assez simple. Demandez aux gens leur météo intérieure. Voilà. Est-ce que vous allez très bien ? Est-ce que c'est grand soleil dans votre vie ou est-ce qu'au contraire c'est un peu couvert? Est-ce que c'est assez sombre? Ça, c'est un exercice qui est assez courant, qui est assez facile à faire et qui permet vraiment de libérer la parole. Ce sont des exercices qui sont assez simples. La question de qui est là, c'est pas aussi que pour ça en tant que facilitateur, c'est aussi de savoir et de mettre à disposition de l'ensemble des personnes, de savoir qui est présent et quelle est l'humeur et l'émotion. Donc, de pouvoir être en permanence à l'écoute du langage verbal et du langage non verbal des personnes. Là, c'est une information essentielle pour savoir comment est-ce qu'on va en permanence, comment on doit encadrer l'activité qui est en cours. Et cet accès à l'information, ça sera d'autant plus simple que justement on voit les gens. Alors là, je vais me permettre de faire une petite aparté parce que c'est un sujet qui est ô combien d'actualité. C'est évidemment beaucoup plus délicat dans la situation Covid dans laquelle on se trouve. Et particulièrement sur cette question du distanciel. Si vous avez déjà été en animation d'une activité, on s'est tous retrouvés avec
sur notre outil de visio, à faire face, eh bien, tout simplement, à une nuée de mosaïques toute noire. Ça, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas. Moi, je n'ai pas l'habitude, quand je travaillais en présentiel, d'arriver dans une salle de réunion avec des gens qui arrivent masqués. Et pourtant, quand on est en distance, en distanciel, eh bien, c'est un comportement auquel on assiste. Donc évidemment, la question du cadre, tel qu'on l'a évoqué jusqu'à présent, elle est beaucoup plus difficile à évoquer, d'autant plus que, et ça, la loi protège les gens qui cachent leur webcam, ils font jouer leur droit à la vie privée, donc on ne peut pas forcer les gens à allumer leur webcam ou à allumer leur micro. Donc c'est vraiment un truc assez étrange. Et puis il y a aussi plein d'autres raisons qui font que le distanciel nous re-questionne sur nos pratiques. Il y a déjà celle-là, la question de l'anonymat, maintenant qu'on redécouvre. Mais il y a aussi la question de l'accès aux instructions. Et si, dans cette période évidemment difficile et qu'on souhaite quitter le plus rapidement possible, il y a quand même quelques vertus, c'est peut-être que les activités à distance nous imposent un fractionnement des instructions. Et j'ai trouvé moi énormément de clés de lecture dans les approches FALC, donc ça s'appelle facile à lire, à comprendre. Donc c'est plutôt pour des profils, des publics handicapés. Mais c'est la question de l'expression de règles claires. Et vraiment de fractionner ces règles-là et d'intégrer dans nos parcours et dans les expériences que nous proposons, tout simplement, une courbe d'apprentissage, qui est déjà un élément qui est intégré dans certaines approches, par exemple comme le Lego Serious Play, qui intègre cette dynamique-là. Lorsqu'on met des gens face à un tableau blanc, beaucoup sont perdus, et donc il est essentiel de construire des cadres qui intègrent aussi cette courbe d'apprentissage, car souvent, malheureusement, les cadres sont construits à notre image et peu à l'image des personnes qui sont à l'intérieur de ce cadre. Une fois on sait qui est là, va se poser la question de continuer à tenir ce cadre. Et là, on touche le mot-clé. Tous les facilitateurs et toutes les facilitatrices, à un moment donné, on va nous parler de ça. Il faut évidemment qu'on aborde la question de la posture. Alors, il y a deux postures, hein. C'est pas très compliqué. Vous avez ce qu'on appelle la posture haute et ce qu'on va appeler l'exact inverse, hein, c'est la posture basse. Quelle est la bonne posture à adopter? Alors ça, c'est assez simple. Quand on est facilitateur, on a tendance à privilégier que nous devons être en posture basse. Alors, posture basse sur quoi? Nous sommes invités à être en posture basse sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le fond, c'est-à-dire sur le contenu, ce que les gens disent, ce que les gens font, sur les décisions que les gens prennent. On est censé être... c'est-à-dire qu'on a... Alors, être en posture basse, ça veut dire que je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de... j'essaie... Alors, c'est impossible, évidemment, ça, c'est une vue de l'esprit. Tous ceux qui diront j'arrive à être totalement en posture basse, c'est absolument faux. On tend vers, mais on ne peut jamais l'être véritablement. On ne peut pas s'annihiler, on ne peut pas faire abnégation de sa propre personnalité. Donc, on tend à laisser ses préjugés de côté. Par contre, un facilitateur, et ça, on l'entend peu, pour moi en tout cas, est en posture haute. Alors, il est en posture haute sur quoi? Sur tous les autres éléments qu'on a vus tout à l'heure. Il est en posture haute sur le temps. Il est en posture haute sur l'agenda. Il est en posture haute sur les règles. Dans certains cas, dans certains types d'ateliers qu'on a pu voir, le déroulé au nombre de participants sera tellement nombreux que une personne ne pourra pas endosser la responsabilité de l'ensemble de ces positions, donc va devoir déléguer. Donc, il faut envisager la délégation de rôle comme une possibilité. Et ce qui présuppose, mine de rien, qu'un facilitateur et qu'une facilitatrice sera donc légitime
sur son cadre. Pour être en posture haute, je dois être légitime. Ça veut dire que le groupe me donne autorité. J'ai malheureusement eu le triste témoignage d'une femme dans le milieu bancaire qui témoignait de la mission qui lui était confiée, et donc dans un milieu d'hommes qui était abasourdi, en peine, et critiqué sur la gestion de son cadre, tout simplement parce qu'on ne lui avait pas donné la légitimité. Donc je pense que les combats sociaux aujourd'hui, qui sont malheureusement tristement d'actualité, sont encore là pour aider aussi à faire que on continue de travailler sur ces questions-là pour qu'elles se redéversent dans des objets professionnels qu'on discute, par exemple comme le cadre. Un facilitateur, une facilitatrice qui ne serait pas légitime sur le cadre, pour quelque raison que ce soit, aura la plus grande peine du monde pour exercer son métier. Et on peut aussi comprendre, alors sur un exemple peut-être un petit peu plus léger, la difficulté d'être en posture haute et en posture basse. C'est le cas notamment des gens qui sont... si vous animez une réunion et que vous êtes compétent sur le domaine, je pense à tout un tas de métiers dans l'agilité, mais pas que, on va avoir un certain nombre de conflits d'intérêts. On va se donner un petit exemple pour comprendre ce qu'est la posture haute et la posture basse. Disons qu'on fait un atelier post-it. L'atelier post-it, c'est à peu près peut-être un des rares ateliers où personne n'a été formé sur le sujet et tout le monde en fait. Donc, généralement, vous faites un atelier de brainstorming, vous demandez à tout le monde, c'est assez simple, c'est assez intuitif, on dit à des gens, posez vos idées, voilà, sur les post-it. Généralement, une fois qu'on a posé ces idées, on demande aux gens de faire un regroupement par patate, et puis qu'on va prioriser. La différence entre la posture haute et la posture basse, en posture basse, en tant que facilitateur, je donne juste les instructions de ce qui se passe, je ne touche pas les post-it et je n'écris rien. En posture haute, sur les post-it, je vais commencer à dire aux gens, voilà les dénominations de patates que je vous propose, voilà l'agencement que je vous propose, et c'est évidemment ce qu'on cherche à éviter. À partir du moment où je reste en posture basse sur le fond et sur le contenu, je contribue à la responsabilisation et à la responsabilité de chacun des membres, de chacune des personnes présentes. Ça, c'est vraiment important. Ce qui fait que ça nous permet, en tant que facilitateur, de nous affranchir de la question, est-ce que je suis responsable de ce qui sort d'un atelier? Pour moi, je dirais que la réponse est non, puisque c'est le groupe qui va être responsable. Si vous êtes plus en peine, et on peut l'être par rapport à ce type d'atelier, c'est pas forcément évident de tenir cette posture-là, il y a des formats qui sont déjà très bien adaptés et qui nous permettent de nous affranchir, d'exercer cette posture. Moi, j'appelle ça des autocadres, mais bon, ça pourra trouver d'autres noms. Si vous ne les avez jamais expérimentés, je vous invite à y aller. Ce sont vraiment des formats d'atelier qui sont absolument fabuleux. Le premier, c'est le fishbowl. C'est un format bocal à poisson. C'est absolument délicieux. Autre format qu'on ne citera jamais assez, le format World Café. Et le plus connu d'entre tous, le forum ouvert. Alors, ce qu'ils ont en commun, ces différents ateliers, c'est que, ils sont extrêmement libres, ils sont extrêmement ouverts, un petit peu à l'image du forum ouvert. Et étonnamment, ils sont assez déstabilisants. Ils offrent énormément de liberté. Ce sont des formats qui portent les règles et qui demandent quasiment pas d'intervention du facilitateur. C'est-à-dire que vous avez juste besoin de mettre une pièce dans la machine, et une fois que c'est lancé, ça se fait tout seul. Et c'est toujours étonnant, quand on découvre ça, de s'apercevoir à quel point, quand on donne énormément de liberté aux personnes dans un cadre, elles ne sont pas toutes nécessairement capables de s'en saisir. Une espèce de paradoxe. Sommes-nous éduqués et sommes-nous formés à notre capacité d'exercer notre liberté de pensée, notre liberté d'opinion? C'est pas sûr. Donc, il n'est pas forcément logique et évident qu'un cadre soit forcément extrêmement large. Et je me suis aperçu notamment dans un événement qui s'appelle Agile Game France. Si vous ne connaissez pas, je vous invite, c'est un événement où il y a très très peu de place. C'est une espèce de forum ouvert, mais sans les règles. Donc, il faut déjà imaginer le concept. En gros, il se passe ce qui se passe quand ça se passe. Et voilà. Et donc, il n'y a même pas le programme est à peine formé, et donc il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. On est vraiment centré sur les interactions.
Et ça, c'est vraiment, la première fois qu'on expérimente ça, c'est très, très, très particulier, c'est très déstabilisant, et une fois qu'on a compris, c'est assez euphorisant. Si vous voulez revenir sur des choses, sur comment exercer, c'est-à-dire quand même rester acteur dans le cadre, mais sans, tout en préservant votre posture basse, il y a une discipline d'exercice de la question, c'est-à-dire mettre en mouvement les groupes par l'exercice de la question, c'est-à-dire prendre part à la discussion sans être un acteur sur le contenu, de poser des questions. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut poser des questions ouvertes, hein, parce que les questions ouvertes, elles permettent d'explorer. Évidemment, les questions ouvertes, c'est une bonne chose, mais pas forcément. Voilà, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les questions fermées. Et tout dépend de la posture que vous allez vouloir adopter. On peut tout à fait être en posture d'invitation du groupe à réfléchir, d'affirmer des choses pour voir comment un groupe se positionne. Et donc d'expérimenter si on voit le cadre comme un champ d'exploration d'une question qui doit viser la production d'un livrable, en tant que facilitateur, je peux avoir cette place, et donc je vais pouvoir poser des questions qui vont nous permettre d'analyser, des questions, je vais pouvoir émettre des doutes, mettre des soupçons sur ce qui est formulé, c'est-à-dire l'affirmation des vérités. Alors évidemment, il faut avoir la posture qui va avec, il faut en jouer, il ne faut pas être un inquisiteur. On peut avoir des questions pour formuler une contre-argumentation, pour venir contrebalancer des affirmations et voir si le raisonnement qui est développé, il est bon. Également, demander des questions de feedback pour prendre la température. Voilà, ça, ces techniques de questions, on va évidemment les retrouver en cours d'atelier, mais ça peut être aussi en clôture, lors des débriefings. À n'importe quel moment, en fait, dès que vous sentez qu'il y a la possibilité d'en placer une, je vous invite à poser des questions. Les questions ne présupposent pas de la réponse. Donc, c'est apprendre à formuler des bonnes questions. Attention en gardant en tête que les questions qu'on va formuler seront probablement le fruit de notre propre cadre de référence. Et donc, il va falloir sans doute travailler sur les zones, les angles morts de notre propre cadre de référence. Là-dessus, je vous recommande, voilà, si j'ai une petite recommandation à faire, si vous voulez aller, il y a une application qui vient de sortir qui s'appelle Metagora, qui a été développée par des copains philosophes, et qui permet de s'interroger sur la façon de se parler, de la façon dont on se parle. Et donc de questionner le cadre, c'est-à-dire de poser le cadre qu'on pose au démarrage, eh bien on peut tout à fait le questionner en cours de route. Tout ça nous amène aux limites. Jusqu'à présent, je n'ai pas abordé le cas tout se passe bien. On est dans le monde des bisounours, on est bien. Comme je vous disais en introduction, ça ne se passe pas toujours très bien. C'est pas vrai. On arrive parfois aux limites du cadre qu'on a posé ou qu'on a mal posé d'ailleurs. Et quelles sont les stratégies qu'on peut développer à ce moment-là? La première des choses, et qu'il est difficile de faire lorsqu'on démarre, c'est de s'autoriser à interrompre. Alors, on n'interrompt pas un groupe n'importe quand, et on peut tout à fait interrompre un groupe pour lui demander est-ce qu'on est toujours dans les règles? Ce qui permet au passage de faire un rappel des règles. Les règles peuvent se perdre, c'est pas parce qu'elles sont affichées qu'elles sont au mur. Si les gens sont partis dans leur réflexion, ils peuvent complètement avoir perdu de vue tout ce qu'on s'est dit à l'ouverture, même si on a bien préparé le cadre, même si on l'anime bien. On peut avoir des personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont en refus de cadre. Et ça, c'est quelque chose on donne peu le droit aussi, c'est le droit de revisiter le cadre. Peu de personnes qui s'autorisent à dire voilà, le cadre dans lequel on est ne me convient plus, donc j'aimerais qu'on fasse évoluer les règles. On peut tout à fait le faire. Ça nécessite évidemment, pour que cette demande soit bien accueillie, d'utiliser des protocoles de communication. Donc on se permettra sans doute de proposer à la personne de reformuler, par exemple en utilisant des outils de communication non violente, c'est-à-dire d'avoir une formulation qui soit respectueuse du groupe.
Lorsqu'un cadre est prêt à exploser, il ne faut pas hésiter aussi à faire des pauses. C'est quelque chose que je fais beaucoup maintenant et qui amène une forme de légèreté. Ça permet à chacun de se reconditionner. Et donc, c'est aussi un outil intéressant qu'on utilise peu. Et une pause, on peut tout à fait la faire après avoir démarré au bout de 10-15 minutes. Hein. Ça, c'est des choses, c'est assez étonnant. On n'est pas obligé d'attendre la pause réglementaire, la pause café. On peut faire une pause parce que là, les conditions ne sont pas réunies. Et c'est sans doute ce qui peut se passer le mieux. On prend du temps pour en gagner après. Sinon, on garde les gens dans un cadre qui n'est pas adapté. On peut se renvoyer vers ce que je vous disais tout à l'heure. Les limites, c'est aussi dans notre posture, d'être dans l'accueil aussi, de par notre réaction, d'être vigilant au cadre de référence dans lequel nous sommes, nous aussi en tant que facilitateurs, notamment sur une phase de tension. Un cadre qui est aux limites, c'est difficile. Donc, comment est-ce qu'on accueille ça ? Si on garde bien cette posture basse, on peut accueillir une réaction qui est délicate, sans tomber dans le piège du triangle de Karpman, c'est-à-dire de prendre un rôle de sauveur qui ne serait pas le nôtre et qui serait mauvais pour le groupe. Et puis peut-être qu'en dernier recours, s'il y a trop de recadrage, peut-être qu'il faut questionner notre propre posture, peut-être qu'on n'a pas la bonne posture, peut-être qu'on n'est pas en phase par rapport au groupe, peut-être que le cadre aussi est inadapté, il faut s'autoriser à le re-questionner. Et à ce moment-là, envisager que malgré toute la préparation qu'on a pu faire, il faut envisager un plan C, un plan B, un plan C, voire un plan D. Ça m'arrive très, très, très régulièrement parce que, contrairement à l'agence Tourisque, eh bien, tout ne se déroule pas sans accroc à chaque fois. Je crois beaucoup à la préparation et je crois beaucoup aussi à la capacité d'adapter le déroulé et les interactions par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et puis peut-être vraiment tout à la fin, si vraiment ça ne va pas du tout, faut sans doute envisager que les protocoles avec lesquels on est outillé sont peut-être pas les bons, et notamment sur des phases très 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 difficiles. Et là, il va falloir aller s'outiller vers des disciplines qui documentent ça. Je pense notamment aux travaux de Christopher Moore sur l'approche de la médiation. Pour conclure, on a beaucoup évoqué là ce que j'appellerais des cadres linéaires. Évidemment, tous les concepts, tous les principes et tous les outils que j'ai pu vous partager pendant cette conférence sont valables également dans des cadres que j'appellerais des cadres circulaires. On va s'en donner, hein, on les connaît. Si vous êtes peut-être déjà intéressé, vous pratiquez peut-être la sociocratie, l'holacratie. On a parlé évidemment d'agilité. Ce que j'entends par cadre circulaire, c'est-à-dire des cadres qui proposent des protocoles, des événements, mais qui se répètent. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un début et une fin, comme on a pu le voir jusqu'à présent, mais on va avoir des choses qui vont se répéter régulièrement. Donc ces cadres-là sont élaborés et ils vont répondre aux mêmes critères, c'est-à-dire est-ce que les gens sont OK pour rentrer dans ces cadres-là. Et là, on touche une autre thématique qui s'appelle l'accompagnement au changement, la création de cadres, la préparation des personnes au cadre, et ainsi de suite. Cadrer, encadrer, recadrer, c'est un exercice d'équilibriste. C'est quelque chose qui se pratique avec le temps. C'est un peu marcher sur le fil de l'inconnu. Il se passera ce qui doit se passer. J'adore cette phrase qu'on retrouve dans le cadre du forum ouvert. C'est à la fois un exercice de lâcher prise, de maîtrise, de laisser faire. C'est un peu de la dentelle. C'est pas écrit, c'est loin d'être une science. Ça fait appel à tellement de paramètres qu'il y a quelque part un petit peu de magie. Certains cadres se dérouleront dans d'excellentes conditions, là où d'autres auront du mal. Il est souvent bon, lorsqu'on termine une intervention, de proposer un retour sur le cadre lui-même. Je pense qu'il vous sera proposé juste après cette intervention de faire ce qu'on appelle un rôti. Plus qu'un rôti, ce que je vous invite à faire, c'est de construire votre rôti suivant une approche qu'on appelle le Net Promoter Score. Quelle que soit la note que vous donnerez et l'évaluation que vous donnerez à cette conférence, de me dire
ce qui vous a plu, bien évidemment, mais surtout, si vous pouviez compléter avec ce qui vous aurait plu pour avoir la note maximale. Sur ce, je vous remercie. Et si vous avez des questions, eh bien, on vient d'entendre le gong, je serai ravi d'y répondre. Merci pour vos, vos gentils messages dans le chat, ça fait vraiment super plaisir. C'est quoi le jeu du Tao? Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas à côté de moi. Le jeu du Tao, c'est un jeu, c'est le jeu de la quête personnelle. C'est un jeu qui permet de s'interroger sur la quête qu'on souhaite avoir pour soi et de trouver les clés pour pouvoir le mener. Donc, c'est un exercice d'introspection qui est assez fort. Ça se joue en petits groupes, ça dure assez longtemps. Une partie peut vite durer 3-4 heures. C'est très physique et c'est le groupe qui vient aider chacun à développer, à construire sa quête. C'est vraiment un groupe qui vient, chaque membre du groupe aide les autres à construire sa propre quête. Quand tu parles de CNV, est-ce que reformuler, c'est pas déjà trop tard? Peut-être, sans doute, je ne sais pas. Disons que quand on arrive à ce moment-là, l'idée c'est de développer un peu les réflexes et les cerveaux reptiliens. Moi, c'est des mantras que j'essaie de me répéter. Tu pourrais nous en dire plus sur l'approche Falk? Comment tu le transformes, utilises? Eh bien, faut regarder les approches faciles à lire, à comprendre. Il faut essayer de le traduire. Donc déjà, c'est des formulations d'instructions qui soient claires, des phrases courtes, et c'est une étape à la fois, notamment en distanciel. Par exemple, voilà, écrivez quelque chose sur le chat. Point. C'est pas écrivez quelque chose sur le chat et faites autre chose en même temps. Et tant qu'on n'a pas validé l'étape 1, on passe pas à l'étape 2. Je veux bien faire des présentations comme toi. Comment faire? Eh ben, rejoins-moi sur le salon dans le Discord tout à l'heure et je t'expliquerai. Voilà, ça s'appelle du parler dessiné, mais là on est dans un cadre de conférence, donc je ferai pas de promotion commerciale là. J'en ferai dans le Discord si tu veux. Peux-tu nous donner 2-3 jeux que tu utilises? Le bâton d'hélium, énormément. La météo intérieure. Alors c'est pas un jeu, mais ça s'appelle les 6 chapeaux d'Edouard Desbonneaux, qui sont une base essentielle dans ma pratique. Il y en a tellement, je les ai comptabilisés. Là, j'avais posé, je crois il y en a 200. Juste pour moi, c'est-à-dire ceux que j'aime bien jouer, et ceux que j'affectionne, et ceux que je comprends, et ceux que je sais combiner. Ça veut dire que c'est une infime partie par rapport à tout ce qui existe. Que fais-tu quand quelqu'un acte ce qui se passe et au dernier moment remet tout en cause? Alors avant, je m'énervais, mais je m'attachais à ce que ça se passe plus. Après, maintenant, je fais rien en fait. Je leur dis, vous êtes tous d'accord. On est d'accord que vous avez rien décidé. Et j'ai vraiment intégré que je ne suis plus responsable du contenu. Et donc, il appartient aux personnes qui sont présentes de réagir à ce moment-là. Et si les personnes ne réagissent pas, elles sont aussi responsables de leur non-réaction. Et donc, ce qui devait se passer, devait se passer. Quel outil utilisez-vous pour le graphisme? Alors, si tu fais référence à cette présentation-là, je pourrais vous donner le lien du e-book que j'ai sorti la semaine dernière qui précise tout l'environnement, le studio, les caméras, les éclairages, tout ce que j'utilise pour faire, pour passer de ça, changement de caméra, voilà. Pouvez-vous expliquer rapidement Open Forum et World Café? Je pense qu'on le fera plutôt dans le salon, parce que là, c'est un petit peu long. Des jeux à nous conseiller, je vous en ai donné plein. Peut-être qu'on peut se retrouver dans le salon pour en discuter, parce qu'il y en a tellement. Je pense que la météo intérieure, c'est vraiment la base, parce que c'est pas très compliqué, et ça permet de libérer la parole assez vite.
Voilà. Vous pouvez utiliser aussi des cartes Dixit, ça fonctionne bien ou n'importe quel jeu de photolangage. Des livres à conseiller, Gamestorming évidemment, un indispensable, les Innovation Games. Qu'est-ce que je pourrais citer encore, les livres de Tyagi qui sont pas hyper faciles à lire, même si j'adore Tyagi, j'adore sa pédagogie, j'adore un peu moins voilà, c'est des livres qui sont exigeants, c'est pas facile à lire. Le Tyagipédia est peut-être plus simple à lire. Il y en a sans doute plein d'autres qui sont très très bien. Là, je fais partie du collectif Cookbook, donc je peux que vous encourager à aller sur cookbook.io aussi pour lire les livres qui sont disponibles. Faut-il être doué en dessin pour faire ce que tu fais? Bien sûr. Non, c'est pas du tout. Il ne faut pas du tout être doué pour le dessin. On parle on structure, on fait de la synthèse, on fait de l'architecture de l'information. L'idée, c'est de proposer une expérience qui soit un peu plus ludique et interactive. Je suis sûr que tu dessines avant de savoir écrire, c'est à la portée de tous, absolument. Voilà, c'est tout à fait d'accord, Mathieu, je rejoins complètement. Que fais-tu quand quelqu'un refuse de procéder à une séquence de travail dessinée, ce qui représente ton rôle? Alors, merci de la question, Permacom, parce que c'est une situation que j'ai eue l'année dernière avec des pairs, c'est-à-dire par pair, j'entends des facilitateurs et des coachs, et sur la météo intérieure. Voilà, j'en raconte j'en fais le résumé sur l'article de blog de la météo intérieure là, sur Supertilt. Et j'ai fait l'erreur de croire que le cadre était tellement léger sur une météo intérieure que j'ai à l'évidence, j'ai indiqué, j'ai vraiment invité la personne. D'abord, je l'ai invité à accepter les règles. Et puis, en fait, elle les a refusées. Et en fait, ça s'est très mal passé toute la journée. Voilà. Il y a eu une forme de tension, on était complètement désalignés. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir accepté ces règles. Et ça, je reviens à la question de la légitimité tout à l'heure. C'est une situation qui va se présenter quand on ne vous a pas donné l'autorité, finalement, quand vous n'avez pas la légitimité. Il faut peut-être, dans le cadre, revenir et poser la question, est-ce que vous me donnez, l'autorité du cadre dans la séquence qui va suivre? Et c'est pas tout à fait sûr que le groupe réponde oui. Et si le groupe répond oui et qu'il ne le fait pas, après, on n'est pas aligné, mais voilà, après, c'est un autre problème. T'as des POG? Oui. Bravo, Chamaléon, absolument. J'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps et je joue pas au POG. J'ai jamais joué au POG, mais je pense que c'était le petit enfant qui regrettait de ne pas avoir des POG voilà, je m'en suis racheté une collection et ça sert à rien, mais ça fait un petit peu de déco, voilà, pour mettre au-dessus de ma vignette vidéo qui est juste là. Merci beaucoup Romain. Du coup, on arrive au bout. On a peut-être le temps pour une petite dernière question, si tu veux en choisir une et répondre. Et ensuite, nous pourrons enchaîner. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ouais, oui, bien sûr. Non, j'attendais la question, pardon. Ah d'accord. Non, c'est pas une question de nous. Je te laisse choisir une question dans le chat. Voilà, une petite dernière. C'était juste pour revenir sur le cadre justement de cette journée. Le cadre, le cadre est top, le cadre est fluide. C'est ça qui est assez étonnant et en distanciel, les difficultés techniques mettent à mal le cadre, on va dire plus intellectuel qu'on cherche à mettre en place. Et on a trop sous-estimé les compétences techniques des uns et des autres pour se sentir à l'aise en distanciel. Ok. Fais-tu la météo systématiquement en plus de l'icebreaker? Alors. Je connais l'engouement autour des icebreakers. J'en ai fait beaucoup. Je suis moins dans cette effervescence-là aujourd'hui. Peut-être parce que je suis plus prudent. C'est peut-être un peu dommage aussi parce que je trouve que quand on démarre, on a cette folie et on fait des choses sans réfléchir. Peut-être qu'après, on intellectualise trop la chose. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu moins icebreaker, même si je plébiscite l'intérêt, mais je fais une grosse sélection. Donc, je privilégie plutôt des choses assez sérieuses, mais très légères et très visuelles. Voilà. Super. Merci Romain. Merci beaucoup. Je pense que